Des mini-cerveaux humains sont entraînés en laboratoire pour entraîner des intelligences artificielles d'une manière inédite. Et non, ce n'est pas une blague, on parle aujourd'hui d'une nouvelle avancée assez dystopique. Des ordinateurs créés à partir de cellules cérébrales humaines et qui sont maintenant en location. Et avant de voir cela, nous verrons rapidement l'avion modulaire des États-Unis. Nous irons du côté de la Chine qui lance un projet assez fou et qui prévoit de commencer à tester des briques, des agglos, fabriqués à partir du sol lunaire de la Lune. Et vous allez comprendre pourquoi cela est important. Et enfin, pour finir, nous irons direction le Japon, où 13 ans après la catastrophe de Fukushima, le pays a commencé à retirer des fragments de combustible nucléaire fondu grâce à des robots ultra performants. Allez, on est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on commence avec un projet absolument génial. L'avion modulaire des États-Unis qui vient tout juste de réaliser son premier vol d'essai. Et ce n'est pas n'importe quel avion, c'est un avion conçu pour répondre à des besoins critiques dans des environnements extrêmes. Alors imaginez cela, un avion capable de décoller et atterrir sans piste, d'opérer en plein milieu de zones accidentées, ou encore d'effectuer des missions de sauvetage dans des endroits inaccessibles par les moyens traditionnels. C'est désormais bientôt réalité avec l'avion VTOL de Piak, connu sous le nom de Ares. Et c'est le 6 septembre dernier, au-dessus du ciel de Pennsylvanie, que cet avion modulaire a pris son envol pour la première fois. Certes, il était encore attaché à un câble de sécurité, car on ne rigole pas avec les tests là-bas, mais il a déjà montré ce qu'il avait dans le ventre. Alors d'abord, cette technologie a été développée pour répondre à un besoin crucial, la pénurie d'hélicoptères, que ce soit dans le domaine civil ou militaire, que connaît actuellement le pays. En fait, les États-Unis avaient besoin d'une machine capable de se rendre là où les hélicoptères n'arrivaient pas à se rendre, dans des zones très difficiles d'accès. Et cette nouvelle machine, ce nouvel avion Ares, pourrait donc être bien la solution que recherche l'État américain. Donc laissez-moi vous expliquer pourquoi ce projet est aussi novateur. Car en fait, Ares ne se contente pas juste de voler. Il est conçu pour transporter jusqu'à 1300 kg de charge utile, qui est à peu près 40% de son propre poids. Et ça, c'est grâce à ses ventilateurs inclinables qui lui offrent une manœuvrabilité exceptionnelle, même dans des environnements complexes. Et financé à hauteur de 37 millions de dollars par l'armée américaine et l'US Air Force, l'Ares n'est pas qu'un prototype en papier. Il a déjà prouvé qu'il peut flotter en plein air et atterrir en toute sécurité. Et cela, ce n'est que le début. Ce qui rend vraiment cet avion assez exemplaire et assez différent des autres, c'est son concept de module, sa modularité. À la manière de Lego, il peut adapter des modules en fonction des besoins des missions différentes. Car un avion a besoin de modules très différents si la mission concerne une mission de reconnaissance ou une mission d'évacuation médicale ou alors une mission de frappe, de ravitaillement et j'en passe, il existe de très nombreuses missions possibles. Et c'est là que réside sa force. Cet avion peut changer de module comme nous changeons de chemise et donc s'adapter à toutes les circonstances possibles. Vous avez ici un hélicoptère capable d'effectuer toutes les missions. Donc le vol inaugural de Ares a fait sensation et c'est le moins qu'on puisse dire. Une avancée donc assez intéressante. Allez, passons à la partie principale de la vidéo. Et maintenant une nouvelle avancée bluffante dans le domaine de la biotechnologie et de l'intelligence artificielle. Imaginez des ordinateurs faits à partir de cellules cérébrales humaines. Des cerveaux cultivés en laboratoire. C'est un peu flippant, mais attendez, vous allez comprendre la technologie derrière. Les biocomputers, comme on les appelle en anglais, sont désormais une réalité. Et ils viennent tout juste d'être rendus disponibles à la location pour des chercheurs du monde entier. Ces bio-ordinateurs ne sont pas seulement une percée scientifique, ils ouvrent une porte vers un futur totalement inédit pour l'IA. L'intelligence artificielle. Et c'est une start-up suisse appelée FinPark qui a mis au point ces mini-cerveaux cultivés en laboratoire. Et ils ont déjà lancé un programme permettant de louer l'accès à cette technologie pour seulement quelques milliers de dollars par mois. Pour les chercheurs, à l'origine de cette découverte, le but est assez clair. Utiliser des cellules cérébrales humaines et vivantes pour faire progresser l'intelligence artificielle d'une manière que nous n'avons pas encore vue. Et laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Ces mini-cerveaux sont en fait des organoïdes cérébraux, des petits amas de cellules neuronales humaines qui imitent certaines fonctions de notre cerveau. En utilisant des stimuli chimiques et électriques, les chercheurs peuvent donc entraîner ces organoïdes de manière similaire à la façon dont notre propre cerveau apprend.
par un système de récompense via la dopamine et par un système de punition avec des impulsions électriques. Et c'est en réponse à ces signaux que les cellules commencent à créer de nouvelles connexions neuronales entre elles, tout comme le ferait notre cerveau lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette innovation, des institutions prestigieuses comme l'Université de Michigan ou l'Université libre de Berlin ont déjà commencé à utiliser ces biocomputers pour des recherches en IA, en intelligence artificielle et également dans d'autres domaines. Leur objectif est simple, voir comment ces mini-cerveaux peuvent améliorer le processus de formation des systèmes d'IA et surtout comment on peut les rendre viables à grande échelle. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi, sur le papier, il est beaucoup mieux d'utiliser des cellules cérébrales humaines plutôt que des puces en silicium, donc les ordinateurs classiques que nous avons tous aujourd'hui. Vous allez voir, c'est là que cela devient intéressant. Ces mini-cerveaux consomment beaucoup moins d'énergie que les technologies traditionnelles. Cela signifie qu'ils pourraient devenir une alternative durable à nos systèmes actuels. En fait, le cerveau est une machine extrêmement bien optimisée qui utilise très peu d'énergie pour effectuer des calculs immenses. Ce qui n'est pas du tout le cas de nos machines de calcul actuelles qui utilisent une quantité énorme d'énergie, effectivement pour effectuer une quantité énorme de calculs. Mais si on ramène cela au rapport énergie utilisée par calcul effectué, le cerveau est beaucoup plus efficace que les ordinateurs actuels. En fait, nos ordinateurs actuels sont un peu la méthode bourrin, c'est-à-dire qu'on y envoie énormément d'énergie pour que le calcul se fasse. Alors que l'on pourrait inventer une technologie qui fasse cela tout en finesse en utilisant moins d'énergie pour le même nombre de calculs. C'est donc cette avancée-là que proposent ces chercheurs. FinPark, la startup derrière tout ça, estime que cette technologie pourrait non seulement améliorer la performance des IA, et donc réduire considérablement l'empreinte écologique. En fait, imaginez juste un avenir où nos ordinateurs fonctionneraient grâce à des cellules humaines, toutes en utilisant moins d'énergie. C'est une vraie prouesse technique et cela risque de faire beaucoup parler. Et bien sûr, comme toute innovation de pointe, elle attire la concurrence. En Espagne, d'autres chercheurs travaillent déjà sur des technologies similaires. En Angleterre, des scientifiques également explorent l'idée d'utiliser des réseaux de champignons pour créer des systèmes de calcul basés sur des motifs naturels. Vous voyez, les chercheurs du monde entier commencent à faire des progrès sérieux dans le domaine de l'efficacité du calcul. Et qui sait, dans un futur pas si lointain, peut-être que ces mini-cerveaux cultivés en laboratoire deviendront nos ordinateurs. Vous voyez, c'est comme si la nature faisait une boucle. Comme si l'évolution elle-même faisait une boucle. On est parti de notre cerveau humain pour créer des ordinateurs. Et maintenant que nous avons créé des ordinateurs, peut-être que nous revenons à un système basé sur le cerveau, basé sur le vivant. Donc peut-être même qu'il n'existe pas dans la nature de système plus efficace qu'un cerveau humain. Et quand je dis efficace, je parle du rendement énergétique et de l'énergie nécessaire par calcul. C'est une question intéressante à se poser en tout cas. Allez, passons à la partie suivante. Allez, on enchaîne avec une nouvelle qui nous amène dans le futur de l'exploration spatiale, et celle-ci nous vient de la Chine, où le pays prépare un test impressionnant. Des briques, des agglos, fabriqués à partir du sol lunaire. Eh bien, ceux-ci sont testés dans l'espace pour préparer la construction de la toute première base lunaire. Dans les prochains mois, la Chine va envoyer des échantillons de ces fameuses briques sur sa station spatiale Tiangong, dans le cadre de la mission de ravitaillement Chang'e 8. Ces briques, fabriquées à partir de simulateurs de sol lunaire, seront soumises à des tests extrêmes. Et quand je dis extrêmes, je parle du vide spatial, des rayons ultraviolets, ainsi que des variations de température incroyablement brutales là-haut. Bref, un véritable enfer spatial pour tester leur résistance. Et le défi de construire sur la Lune repose principalement sur la durabilité des matériaux. Emporter des briques depuis la Terre serait terriblement coûteux et inefficace. C'est donc là qu'entre en jeu l'utilisation des ressources qui sont directement disponibles sur la Lune, comme le régolithe par exemple, qui est cette poussière qui recouvre la surface lunaire. L'idée, c'est de fabriquer des briques sur place, en chauffant ce régolithe à plus de 1000 degrés, grâce à un processus d'induction électromagnétique. Résultat, en à peine 10 minutes, vous obtenez une brique solide de 18 cm et prête à l'emploi. Et c'est donc cette étude-là, qui va durer 3 ans, qui va permettre aux scientifiques chinois de savoir quels sont les matériaux les plus adaptés pour tenir sur la Lune. Dans l'optique, donc vous l'aurez compris, de construire leur base lunaire. Ils veulent construire une base lunaire à l'aide des matériaux présents sur la Lune. Ce qui n'est pas bête du tout. Leur ambition, c'est d'installer une véritable base lunaire d'ici la fin des années 2030.
Et cette future station, baptisée Station internationale de recherche lunaire, jouera donc le rôle clé dans l'exploration spatiale. C'est la première étape pour rendre notre civilisation interplanétaire. Mais vous savez, la Chine n'est d'ailleurs pas la seule dans la course. La NASA et même l'ESA, l'agence spatiale européenne, sont en train également de travailler sur une méthode pour utiliser le sol lunaire, le régolithe, pour construire des bases. En fait, la NASA a même déjà expérimenté des techniques de mélange de ciment à bord de la Station spatiale internationale pour voir comment produire des matériaux capables de résister à l'environnement spatial. Il s'agit des premiers à évaluer la résilience des briques de sol lunaire dans l'espace. Et donc c'est un pas décisif dans la colonisation lunaire. En fait, la Chine paraît être, sur le papier en tout cas, la première puissance qui est en tête dans la course à la colonisation de la Lune. Et ici, on assiste à une avancée très concrète et pratique de ce qui arrive dans les années à venir. C'est donc très intéressant à voir. Passons à la partie suivante. On continue avec une info qui nous vient directement du Japon, et cette fois-ci dans le domaine de la gestion des catastrophes nucléaires. Après 13 longues années, le Japon a enfin commencé l'opération tant attendue de retrait du combustible nucléaire fondu à la centrale de Fukushima. C'est 13 ans après le terrible tsunami de 2011 qui a déclenché l'une des pires désastres nucléaires de l'histoire moderne, que la Tokyo Electric Power Company, ou TEPCO, a entamé un processus extrêmement complexe mais crucial, l'extraction des débris radioactifs. Et pour comprendre l'ampleur de cette opération, il faut réaliser que l'intérieur des réacteurs de Fukushima reste encore, au jour d'aujourd'hui, un véritable enfer radioactif. Le niveau de radiation est tellement élevé que toute intervention humaine directe est totalement impossible en fait. TEPCO a donc développé des robots ultra sophistiqués capables de pénétrer dans des réacteurs et de manipuler ces matériaux hautement dangereux. Parmi ces robots, on trouve un bras robotique que l'on pourrait presque comparer à une sorte de canne à pêche futuriste. Ce bras télécommandé à distance est équipé d'une pince métallique et la phase actuelle de l'opération est une phase de test. Les ingénieurs cherchent ici à retirer une petite quantité de ce débris-là pour tester et valider les procédés et de passer à l'étape suivante qui serait de extraire en masse les débris nucléaires. Mais attention, on parle ici d'une tâche qui va s'étaler sur plusieurs années. Et pourquoi me diriez-vous? Parce qu'il reste encore 800 tonnes de matériaux radioactifs dans les réacteurs. Et gérer cette quantité représente le défi le plus grand que connaît aujourd'hui le secteur et les ingénieurs du domaine de l'énergie nucléaire. En fait, ces opérations sont si délicates que même retirer moins de 3 grammes de matériaux est un exploit pour eux. On est encore au début d'un long chemin vers la sécurisation complète de la zone. Fukushima restera là pour longtemps dans nos mémoires comme l'un des pires désastres, mais aussi comme le lieu où l'innovation technologique a repoussé ses limites pour résoudre l'une des crises les plus compliquées de notre époque. C'est une nouveauté que je voulais vous partager, car nous n'en parlons plus beaucoup, mais la catastrophe est encore là, et vous voyez que 13 ans après, il n'y a pas eu non plus énormément de progrès dans la sécurisation de la zone. C'est donc pour dire à quel point cela est délicat, malgré toute notre technologie à notre époque. Mais bon, même si cette technologie-là est encore à inventer, il y a des domaines où la technologie est complètement folle et dystopique. Pour preuve, je vous laisse regarder la vidéo suivante qui va s'afficher.